On va faire dans l'ordre. Du coup, Damien, tu vas gagner le tirage au sort. Je n'avais pas repéré que tu as l'origine de l'idée, c'est toi, hein, c'est marqué d'après l'idée originale, Damien Froidevaux. Oui. Par ailleurs, tu es producteur du film et monteur du film. Raconte-nous un peu. Je me rappelle plus. Ça fait beaucoup de temps vers ce film. Ouais. Et donc Benoît est un vieux ami et je crois qu'on parlait, on a dû voir une affiche ensemble des Feux de l'amour. Je me suis dit, ça serait super de trouver une personne qui pourrait nous raconter l'histoire des Feux de l'amour depuis le début, parce que c'est comme une fiction maximaliste comme ça, je trouve sur le principe assez délirante. Et du coup, il m'a dit, ma grand-mère regarde les Feux de l'amour depuis la première diffusion sur TF1. Donc, ce jour-là, on s'est dit que ce serait une bonne idée qu'il y aille pour lui demander de raconter le feuilleton. Sachant que toutes les. Enfin, c'était vraiment le point de départ. Benoît avait envie de filmer sa grand-mère depuis longtemps. Parce qu'il trouvait ça assez marrant que chaque fois qu'il allait la voir, en fait, il s'asseyait à côté d'elle pour regarder la télé plutôt qu'en face d'elle pour parler avec elle. Et voilà. Donc, du coup, il y allait. Puis après, toute l'histoire de l'Algérie, de Naples, c'est venu un peu comme ça. Il avait envie de leur faire raconter leur histoire. Et la bonne surprise, c'est qu'ils n'arrivaient plus à la raconter. Tout comme ils avaient pu raconter finalement les Feux de l'amour. Enfin, ils n'avaient pas raconté les Feux de l'amour. Et je pense que lui et moi, ça nous aurait beaucoup moins intéressé si ça avait été un énième film sur une grand-mère qui raconte ses souvenirs. Et alors qu'on trouvait que c'était un bon point de départ qu'elle n'arrive justement pas à raconter. C'est drôle parce que moi je trouve que le film construit autre chose, c'est qu'on a l'impression qu'il la filme depuis 15 ans. Quoi. Alors, en fait, la bonne surprise aussi, c'est qu'il s'est rappelé de ses rushs qu'il avait fait dans les années 90. Où en effet, il filmait quand lui avait 15 ans, et donc 20 ans après, 20-25 ans après le deuxième tournage. Du coup, il y a un truc dingue, c'est quand même de se taper 20 ans des Feux de l'amour, c'est quand même en soi un truc un peu dingue, mais on a tous ce genre de truc dingue. Il y a un autre truc dingue qui est de filmer sa grand-mère en train de regarder les Feux de l'amour pendant 15 ans. Enfin. Alors non, il l'a filmé à 2 moments en fait. Avant de partir de Nice, donc quand il était au lycée, et puis pour lui c'est un peu un retour à Nice de venir faire ce film. Voilà, mais c'était génial de découvrir ces rushs et de voir que devant l'écran, devant la télé, des deux côtés de la télé, il y avait les personnages avaient vieilli. Ouais. Donc on vieillit un petit peu moins dans les Feux de l'amour parce qu'il y a eu le maquillage qui ça. Il y a les changements d'acteurs, ça permet de rajeunir aussi. Il y a certains changements d'acteurs, mais par exemple Victor, on découvre avec un temps de plus. C'est en même temps assez touchant, je trouve, de savoir qu'ils ont vieilli ensemble. Céline et Olivier, un petit mot, puis après on fera des questions globales. Mais... Donc c'est ton pays en fait, ton autre pays. Oui, exactement. Tout à fait. C'est vrai que c'est étonnant les jeux de la programmation parce que c'est imaginaire d'un côté et nous c'est vrai que c'est un lieu qui existe vraiment, Dramenasque, puisque c'est le village de mes ancêtres, du côté de ma mère. Et c'est impressionnant parce qu'en fait c'est vrai que le film a été nourri à la fois des Feux de l'amour, vous l'avez noté je pense, non, et évidemment en fait, des récits que ma grand-mère nous racontait en famille sur en fait ce village vraiment perdu dans les Alpes où il y avait un fléau de consanguinité impressionnant et donc elle était obsédée dans les repas de famille et nous racontait qu'il fallait absolument qu'on aille épouser des gens de civilisations les plus éloignées possibles. Donc elle était extrêmement avant-gardiste à l'époque dans ses récits. Voilà, c'était une infirmière féministe, c'était la seule femme qui avait le droit de conduire dans le village qui est situé en fait maintenant c'est le Lozé puisque Dramenasque est devenu un hameau abandonné. Et donc voilà, c'est un peu un ancrage, un point de départ, quoi, ces racines, ce lieu, ces paysages. Et quand même du coup la convocation de grands mythes, parce que quand même on voit bien qu'en arrière-plan, on est peut-être moins près des Feux de l'amour que de la tragédie grecque. Enfin, en tout cas, il y a ce rapport-là à l'écriture. Et du coup, comment vous avez mêlé ça, c'est-à-dire le désir à la fois d'une inscription très forte dans le paysage et dans le contemporain, notamment via le graffiti, mais aussi cette espèce d'inscription dans une espèce d'intemporalité qui serait celle de la tragédie grecque. En fait, c'est venu assez facilement parce que les lieux sont extrêmement porteurs de ça. C'est vrai qu'on nous a souvent posé la question quand on préparait le film, mais est-ce que
que vous considérez que c'est un film méditerranéen, nous on considérait que c'était extrêmement un film méditerranéen et que les montagnes grecques valent bien, plutôt les montagnes de Lubaï valent bien les montagnes grecques en termes de tragédie, et que c'est un pays qui a une forme de rudesse immémoriale comme ça dans ses paysages, et en même temps qui est parsemé de ruines qui sont beaucoup plus récentes. Alors il y a les ruines de Ramenas, qui elles sont des ruines du 19e, on va dire, même si le dernier habitant a quitté Ramenas dans les années 50. Mais surtout, il y a toutes les friches industrielles liées au barrage de Serponçon, qui elles sont nombreuses en fait, et qui apportent une désolation supplémentaire en fait dans un endroit qui est à la fois magnifique et extrêmement puissant, mais extrêmement sauvage et rude. Il y a une forme de violence quand même dans ce paysage. Donc les mythes sont venus les mythes grecs sont venus assez facilement là-dedans, parce que tout porte au tragique en fait. Dès qu'il y a trois nuages, voilà, tout d'un coup le paysage charge de quelque chose de très rude, et ces histoires de consanguinité familiale, enfin plutôt pas familiale, mais crainte en famille, nous ramenait à des très très vieilles choses en fait. Donc du coup, le croisement entre le très lointain et le plus contemporain s'est fait très, très facilement en fait dans nos esprits. Donc vous n'êtes pas cousins. On est demi-frères. Ah oui, c'est ça. Damien, est-ce que tu peux nous raconter d'où t'es parti? Parce qu'on a l'impression qu'il y a un truc presque abstrait à l'origine du film, qui est de faire le vide, enfin de repartir à zéro, de tout arrêter, et du coup que ça se traduise par un des points de départ, qui est qu'on a l'impression d'un élan qui en fait tout s'arrête, et ensuite vraiment on efface, on supprime, on soustrait, en se demandant du coup ce qui va se passer, j'allais dire, pour elle, mais aussi pour nous, spectateurs, parce que le film fait cette expérience de ce vertige-là, de se dire, mais si on enlève tout, le décor, les autres personnages, ça y reste quoi? Pour pouvoir construire autre chose. Enfin, donc raconte-moi un tout petit peu ton parcours pour aboutir à ce film-là, qui est fondé sur une espèce de dénudement progressif. Eh bien, oui, c'est ça. En fait, je suis parti du thème, je travaille autour d'une thématique qui m'obsédait un peu, c'était ne plus rien faire. Qu'est-ce qui se passe au sens absurde, presque du terme, si je décide de ne plus rien faire, de ne plus être en relation avec les autres, de rester chez moi et de tout vider. Alors, je travaille autour de ça, et puis le déclic, ça a été une peinture de Botero, qui s'appelle La Lettera, où il y a une femme voluptueuse allongée sur un lit, qui a l'air tranquille, avec des épluchures d'orange, des lettres ouvertes. Voilà. Ça a été un peu le déclic pour commencer à écrire le scénario, en me disant, voilà... Et du coup, oui, je voulais travailler sur une forme presque abstraite. Je voulais à la fois ne pas trop raconter de ce personnage, laisser une part d'imaginaire au spectateur, d'où elle vient, où est-ce qu'elle en est exactement. On peut y voir une dépression, on peut y voir un burn-out, on peut y voir une retraite, tout simplement. Et voilà, je voulais travailler autour de ça, du vide. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a l'hyperconnectivité aussi dans laquelle on est, cette espèce de surcommunication dans laquelle on est en permanence. Voilà. J'ai écrit autour de ça, et puis ça s'est fait un peu au fur et à mesure avec la comédienne aussi, on s'est questionné là-dessus. Je suis parti de cette femme en disséminant quelques indices de sa vie par-ci par-là, sans trop en dire. Mais ce qui m'intéressait, c'était plus de toucher justement à cette sensation de vide, cette sensation d'arrêter de courir, et de revenir finalement à des choses qui sont très concrètes, très petites, mais qui reviennent aussi à ce qu'on fait en fait, vraiment, que ce soit prendre un stylo et dessiner. Qu'est-ce qu'on fait concrètement de ses mains, de soi? Et où est-ce qu'on va? Elle-même ne le sait pas, mais peu importe, c'est une déconnexion du monde pour aller vers une reconnexion. Enfin, c'est ce qui m'intéressait aussi à la fin. Oui, j'allais dire que ça vaut aussi pour toi, parce que pour moi, il y a quand même un sentiment dépressif au début, quand même assez spectaculaire, et dont on se dit que ça peut absolument plomber le film. Et quand on rebranche, pour le coup, on rebascule vers ton genre de prédilection, qui est la comédie. C'est comme si tu reconquérais le genre dans lequel tu t'inscris le plus naturellement, mais en étant passé par un autre biais, quoi. Ouais, je pense que le fond dépressif, il est là, complètement. Ouais, il est assumé. Qu'est-ce que c'est ces moments où d'un seul coup, je me sens pas bien, où je me sens terriblement seul, où je me sens complètement déconnecté du monde, quelle est ma place? Il n'empêche que, en tout cas, j'y trouve toujours des moments, moi, c'est ce que j'ai voulu
faire passer dans l'écriture des moments d'humour qui m'extraient aussi de ça, quoi. Il faut que tu nous parles un peu de la comédienne, parce que pour le coup, le plaisir du spectateur, il est aussi là-dedans. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un plaisir presque à avoir un exercice de style qui est de savoir comment elle va pouvoir jouer l'ambivalence de ses sentiments et comment elle va pouvoir habiter un plan dans lequel elle est quasiment seule. Du coup, qu'est-ce que tu veux savoir sur la comédienne Comment vous avez travaillé ensemble? Comment on a travaillé ensemble? Pourquoi tu l'as choisie elle? Alors le rapport à Botero, du coup, nous parle un peu. Mais... Ouais. En fait, Rebecca, je l'avais rencontrée tout simplement sur mon court-métrage précédent, Footing. J'ai trouvé que c'était une comédienne extraordinaire. Elle avait très peu d'expérience devant la caméra. Et j'ai eu envie de lui offrir ce rôle, en fait, tout simplement. À partir du moment où j'ai vu la peinture de Botero, j'avais envie de filmer une femme forte aussi. Je trouvais ça intéressant dans un intérieur. Ça nous sort aussi de la représentation habituelle des femmes au cinéma. Voilà, j'avais envie de lui faire ce cadeau, en fait, tout simplement. Donc après, comment on a travaillé, moi, je lui ai dit, écoute, voilà, la trame du personnage, pour moi, c'est ça. Elle part de là, elle va jusque là. Est-ce que ça te parle? Et qu'est-ce que tu peux y greffer de toi là-dedans? De moi, j'y greffe ça, j'y mets ça. Et ce qui m'intéresse, c'est aussi que toi, tu puisses t'approprier ce personnage pour que ce soit un mélange, quoi. Et ajouter quoi, par exemple? Après, c'est intime, mais par exemple, tout le rapport qu'elle a à son propre corps, par exemple, elle me disait que dans l'intimité, elle était souvent dénudée chez elle, alors qu'à l'extérieur, c'était quasiment impossible. Du coup, ça m'intéressait à l'image, je me disais, ok, donc elle est souvent dénudée chez elle. L'idée, c'était de ne pas non plus tomber dans le voyeurisme gratuit, puis l'idée, c'était aussi de la rendre belle, entre guillemets, dans le sens où comment la filmer pour qu'elle se sente aussi belle à l'écran. Je ne dis pas qu'elle n'est pas belle, hein, c'est vraiment entre guillemets, elle est très belle. Et voilà, comment filmer aussi un corps comme ça. Qui veut poser la première question ou formuler la première réaction? Je trouve que c'est marrant cette hésitation sur la beauté, parce qu'en fait elle est très belle, cette actrice. Elle a un très beau visage avec des belles expressions et elle s'en sort très bien dans son jeu, dans cette appropriation du lieu justement, puisque il n'y a qu'elle quasiment tout le temps, quoi. C'était juste par rapport à ça que je voulais intervenir. Je trouve que je disais juste à ma voisine avant, je trouvais qu'elle avait une force incroyable, une présence, et même dans ses mouvements aussi, le fait qu'elle soit imposante dans un petit lieu finalement, tous ces mouvements sont étriqués, et ça, il y a quelque chose de drôle et de bien, quoi. Les mouvements qu'elle a aussi sur son matelas quand elle se lâche, quoi. Elle a beaucoup d'humour, mais on sent aussi qu'elle a énormément de vie, en fait. Elle a peut-être une dépression, mais je pense qu'elle a énormément d'énergie. Et moi, j'aimais bien tout ce mélange. Moi, j'ai adoré la voix avant. C'était géant. Ça vient d'elle ou de toi? La voix? Ouais. Tu veux dire le fait qu'elle a la voix? Le fait qu'elle a la voix. C'est... Ça oui, ça c'est une idée de moi. Les trois étaient extraordinaires. On passait d'un lieu à un autre de personnages étonnants, attachants, drôles, pathétiques. Et est-ce que vous les aviez vus mutuellement vos films avant, ou est-ce que vous les avez découverts ce soir? Et est-ce que vous pouvez parler des films des autres ou pas, ou ça vous dérange ou... Au contraire, moi j'étais éblouie, vraiment tellement contente d'être dans la programmation et de découvrir aussi le quatrième que j'ai trouvé formidable. Et donc je sais pas, apparemment on n'a pas le droit de parler du quatrième, mais j'ai hâte qu'on puisse en parler parce que j'ai plein de remarques à en faire et
j'ai été extrêmement touchée aussi, puis voir comment ça a résonné, puisqu'on partait quand même de la question de la misère à Naples avec ton film, et on a terminé aussi la séance là-dessus. Enfin, c'est fort, effectivement, mais enfin, moi j'ai été vraiment saisie par les propositions. C'est vrai que c'est incroyable comme jeu de montage, ce qui a été mis en place. Je ne sais pas combien d'heures vous avez passé à regarder les feux de l'amour pour, comme ça, enfin, saisir la quintessence. Et en même temps, moi, j'ai eu peur parce qu'au début, je me suis dit, ah tiens, ça va être un peu moqueur. Et en fait, non, pas du tout. On les regarde avec tendresse. Et c'est la même chose en fait avec ce film. Le début, je me suis dit, mince, ça va être une dépressive. Ah, je vais plonger dans cette dépression. Et en fait, tout de suite, on est attaché vers ce personnage. Et il y a des gestes d'humanité en fait qui retournent, qui font qu'on part de clichés, mais qui sont complètement retournés et qui font que nous, spectateurs, ça nous retourne aussi. Et ça, c'est formidable parce que c'est atypique, c'est des corps atypiques, des visages aussi. Et c'est chouette de se dire que le court-métrage est aussi un lieu d'espace pour inventer, pour revisiter des choses. Et donc voilà, j'ai une curiosité sur le montage parce que j'imagine que vous avez passé vraiment beaucoup de temps à monter ce film. Oui, un petit peu. Alors c'est dur de quantifier parce qu'on a vraiment travaillé une semaine ou deux, et puis on s'est arrêté pour 3 mois ou 6 mois, voilà, parce qu'on avait tous les deux d'autres choses à faire. Du coup, je ne sais pas très bien combien de temps ça a duré. En tout cas, ce qui était marrant, c'est qu'on a travaillé en par couche. Ça m'a fait très vite un ours, et puis ensuite on repassait, et chaque session de montage, quand c'était au début du film, se terminait à la fin, avec un nouveau passage qui était encore à chaque fois approximatif, mais qui à chaque fois dessinait un petit peu le film. Un peu comme ce que c'était fait sur ton film, Damien, t'enlever des couches pour arriver petit à petit à quelque chose qui fonctionnait. Et oui, on a regardé plein d'épisodes des Feux d'amour, c'était super. Être l'idée pour ça, c'est de bonheur. Voilà. Moi, c'était un truc qui m'effrayait absolument et qui me vraiment cette pulsion depuis toujours. Et finalement, de voir pas mal d'épisodes, enfin, on a vu 20 épisodes peut-être. Finalement, j'ai trouvé ça attachant. Là, on a l'impression que les acteurs y croient pas complètement, donc fait un truc détachement pour dire des trucs atroces et finalement les rend assez attachants. Et voilà. Et du coup, je pense que c'est peut-être pour ça qu'il y a cette tendresse dans le film aussi. Enfin, on n'avait pas envie de taper sur les feux de l'amour. Enfin, c'est vrai, hein, c'est très drôle, mais aussi parce que même les tontons, on vieillit avec eux, et puis ils sont réfugiés dans cette histoire, et du coup, on les considérait peut-être un peu plus comme des gens de la famille de Benoît que comme des adolescents. Du coup, moi je suis content s'il y a cette tendresse-là dans le film aussi. Notre déception, c'est que si tu as vu 15-20 épisodes, tu n'es pas capable de résumer les Feux de l'amour, et c'est quand même ça qu'on attendait de toi ce soir. Désolé. Mais il y a un truc dans le film sur le vide, hein. Quand même. Oui. Ça finit par le vide de l'appartement quand même. Chez vous aussi, puis la question qui hante quand même un peu, c'est le vide existentiel de on s'assoit tous les jours à la même heure devant une table, surtout devant une télévision, pour regarder du rien, pour regarder quelque chose dont c'est très bien dit que c'est fait pour être oublié immédiatement. Ça, c'est assez vertigineux, ça soulève un pont de l'un à l'autre. Oui, ce qui est vertigineux aussi dans le film de Benoît, c'est aussi l'oubli, quoi. La disparition, et pour le coup, qui ne guette pas que les spectateurs des Feux d'amour, et les scénaristes des Feux d'amour, mais aussi tout un chacun. C'est ce que je trouve assez beau, c'est que, comme les Feux d'amour, à un moment, il n'y a plus personne pour dire qu'est-ce qu'il y a derrière les visages qu'on voit dans les albums de photos de famille. Et du coup, ce qui nous intéressait dans le film, c'était de faire un dernier jeu, de vraiment profiter du moment présent. Et Benoît, qui revient avec sa caméra à ce moment-là, c'est refaire un jeu avec ses grands-parents avant que ça disparaisse. Et puis finalement, l'oubli, c'est aussi c'est aussi au cœur de ton film, Stéphane. Ces traces qu'on essaie d'effacer, qui sont là et qui respirent la vie, et on saisit dans des détails qui sont impressionnants et qui glacent le sang en même temps.
je trouve que c'est aussi voilà, c'est l'amnésie politique qui essaie de recouvrir tout ça et de dire que ces récits mensongers, c'est puissant. Mais par contre, ce que vous deux, vous êtes vraiment dans les espaces intérieurs. Nous, on avait une obsession, c'était d'être tout le temps à l'extérieur. Alors tout le monde nous disait, mais vous êtes fous, vous allez faire votre première fiction, et vous voulez absolument tourner dans des paysages qui ne sont pas possibles, des routes qui ne sont pas accessibles, etc. Et on avait comme ça un truc vraiment de vouloir tourner entièrement dans les paysages et d'être en extérieur systématiquement. Mais toujours, il y a quand même l'idée de traces aussi, des traces du passé qui refont surface et qui pèsent quand même sur les jeunes, même quand ils essaient d'oublier ce passé, le non-dit qui revient et qui les hante. C'est aussi un peu au cœur du travail. Moi, ce que j'ai bien aimé dans Comme ça, par contre. oui, le film sur les feux de l'amour, c'est que justement, je ne suis pas sûre qu'il y a tant que ça un vide existentiel. Ces gens-là, ils avaient rendez-vous tous les soirs avec ce film, enfin, pas tous les soirs, mais je ne sais pas exactement quand passe le feu de l'amour, mais oui. Donc ils avaient rendez-vous avec cette famille, en fait, c'est une extension de la famille. Et ce qu'ils attendaient, en tant que moi, c'est les événements. Donc, parce que justement, il ne se passe rien dans leur petite vie. Et je trouvais que la très bonne idée, c'était d'enverser la vapeur à un moment, et de faire que Victor, il leur pose des questions sur la famille. C'est pareil, c'est un peu l'inverse. On parlait de l'oubli, comment dire, Thomas et Mémé, ils ne se rappellent pas du tout de toutes les intrigues, c'est pas possible. Mais de l'autre côté, quand ils posaient des questions, on se rendait compte que dans leur propre vie, ils ne se rappelaient pas non plus des films. Et surtout à la fin, le vide, c'est le dernier, c'est les plans de l'appartement qui nous font comprendre leur décès et voilà, de manière tout en finesse. C'est là où le vide arrive. Effectivement, c'est pas dans les émissions, c'est quand ils sont plus là pour les regarder et que l'émission continue de tourner toute seule. Ça, c'est hyper beau, j'ai trouvé comme idée. Enfin, c'était saisissant. C'est une question sur aussi les feux de l'amour. Est-ce que ça a été facile d'avoir des droits pour utiliser ces images? Joker. On les a pas en fait. On les a pas, on se prévaut du droit de citation, enfin, le droit de citer une œuvre dans une autre œuvre. Voilà, donc le film a pas mal tourné en festival, mais du coup, Canal+ voulait l'acheter, et on a été obligé d'approcher les studios Sony pour leur demander les droits, enfin, pour demander d'acheter les droits, et ils ont refusé. Enfin, en France, ils ont dit pourquoi pas, et tout ça, puis ils ont dit attendez, il faut qu'on interroge les Américains. Donc ils ont envoyé le film à Hollywood. Donc, ça nous a fait très plaisir parce que du coup, Mémé était sur un écran quelque part à Hollywood, c'est pas du cas. Donc ça déjà c'était en soi, c'était des détails, mais du coup ils n'ont pas répondu et on n'a pas eu les droits de le vendre à Canal. Ils nous ont pas empêché, enfin quand je les ai appelés, j'étais un peu tendu parce que il avait déjà passé un peu partout. Mais bon, on n'avait pas gagné d'argent avec, on avait fait un bénéfice sur le film. Et du coup, en fait, dans le film qui se passe dans les Alpes, je trouve que la jeune fille, finalement, il y a aussi cette idée de vide dans sa vie, parce qu'on dirait qu'il se passe plein de choses, elle a des amis, un petit ami et tout. Mais quand son demi-frère arrive, c'est comme si elle se rendait compte que toute sa vie, c'était le vide et qu'elle voulait juste autre chose. Et vite, on comprend qu'autre chose, c'est pas possible, et c'est le drame à la fin. Du coup, je trouvais que cette idée de vide était vraiment présente clairement dans les trois films, et dans celui sur les Roms, mais aussi un peu moins nettement, mais fortement quand même dans celui sur, je sais plus comment ça s'appelle, mais Génoise. Dramonasque, merci. Ah ouais, merci. C'est vrai que c'est tout tracé. C'est une très belle lecture. Sa vie, elle est figée au moment où le film commence. Voilà, elles sont amoureuses depuis la maternelle, ou quelque chose comme ça. Elle épousera peut-être s'il n'y a pas ce demi-frère qui surgit là au milieu. Donc effectivement, il y a une forme de... À la fois, il y a l'ennui de l'été, mais il y a aussi l'ennui d'une vie déjà toute tracée. Et même si tout est en extérieur,
c'est un lieu enfermé quand même. Enfin, c'est un lieu dont on n'arrive pas à s'échapper. À la fin très clairement, on dit qu'elle restera là. Quoi. Enfin, d'une certaine façon, tout se finit au sol, par terre, c'est bouclé là. Donc oui, c'est très bien. Et moi, j'étais très marquée par tous mes amis d'enfance et puis mes cousins encore aujourd'hui, par cette obsession d'être à la fois complètement attaché, mais dans sa chair, à un lieu qu'on aime, qu'on trouve sublime, et en même temps, ce sentiment de vivre en vase clos et d'être un peu emprisonné. Et surtout au moment de l'adolescence, où voilà, tout ce qu'on fait est su par un tel et un tel, et c'est cette espèce de sentiment d'étouffement en plein air, en fait, qui est très très présent et qui nous a beaucoup intéressés aussi avec Olivier quand on a commencé à travailler sur le film, parce qu'on a beaucoup discuté avec les jeunes, du coup, enfin pas seulement ma famille, mais aussi voilà, on a voulu travailler avec les adolescents de ce village, et pour nous c'était important aussi de s'imprégner de ces ressentis contradictoires, mais qui créent aussi de la dramaturgie. Une question supplémentaire. Le film est très attentif au paysage, à la beauté de ce décor naturel et à la qualité de la lumière, même très impressionnant, et le chef-op est formidable par ailleurs. Mais il est assez déconcertant, j'allais dire, et assez audacieux dans la pratique du montage, parce qu'il y a des ellipses quand même assez conséquentes en fait. Je voudrais savoir comment vous avez opté pour ce choix-là, de fonctionner presque par bloc, mais entre lesquels il peut y avoir des ellipses très fortes, qui du coup provoquent de temps en temps une espèce de contrepoint rythmique, qui pour moi fait partie des beautés et des audaces du film. Alors c'est pas venu tout de suite dans le projet, mais c'est venu à l'écriture quand même. Donc avant le montage du film, et c'était même encore plus elliptique et encore plus découpé. Parce qu'en fait, on avait envie de donner aussi une forme d'ampleur à cette histoire, c'est-à-dire qu'on voulait que ça s'étale, qu'il y ait du non-dit partout, en fait. Voilà. Qu'elle déborde, cette histoire, de tous les côtés. Et la meilleure façon, on trouvait, pour la faire déborder, pour qu'on puisse se raconter des choses, c'était justement dans l'ellipse. C'était là où on dit le moins, qu'on peut se raconter le plus de choses. Donc que les sentiments entre les personnages, les relations avec le groupe, etc., puissent se passer ailleurs que dans ce qu'on voit. Dans les moments où on est avec les personnages, du coup, être complètement au contraire avec eux, en fait. Donc c'était un mode narratif comme ça, un peu particulier qu'on avait choisi. Et puis ensuite, avec notre monteur Damien Estradji, qui est un monteur extrêmement talentueux, qui a monté entre autres choses. On a monté un Treuil d'ailleurs, entre deux prises. Et qui a monté les films de Guillaume Braque, pas les derniers que vous avez vus, mais tous les précédents. Et Damien est quelqu'un qui aime beaucoup travailler sur des formes finalement assez... il enlève tout le gras partout, quoi. C'est vraiment... dès qu'il y a quelque chose d'inutile, on commence par regarder sans, et si vraiment il faut réintégrer, on réintègre après. Mais on commence par... voilà, Damien, il travaille vraiment avec le strict minimum, et ça a renforcé à certains endroits, évidemment, aussi ce sentiment elliptique. Il y a 2 scènes qui ont sauté, ce qui est quand même pour un court-métrage, et finalement, ça nous semblait être plus signifiant comme ça, en fait. Voilà. Avec moi, on signifie plus. Ça laisse de la place, du coup, au paysage, à une certaine forme de lyrisme ailleurs, quoi, parce que les paysages, du coup, deviennent un personnage et permettent de porter des histoires à eux seuls aussi. Et c'est vrai que dès l'étape de l'écriture, en fait, le film s'appelait Dramamasque 13 fragments, parce qu'en fait, il y avait 13 séquences qui, à chaque fois, se passaient à des moments vraiment éloignés dans le temps. Et c'est vrai que, pour moi, c'est encore une question, parce que dans les retours, qu'on a pu avoir, ça concernait justement cette forme qui, est-ce qu'elle se prête ou pas au court-métrage et à une durée courte. Enfin, pour moi, ça reste... voilà, encore on est entre nous, ça fait débat, enfin, on se dit, mais, parce que moi, j'ai quand même le sentiment que, oui, on a voulu travailler ces ellipses dans le non-dit, on ne peut pas aussi s'apesantir sur les dialogues, etc., et de créer par l'ellipse cette dimension, mais que peut-être de resserrer dans le temps, d'avoir une unité dramatique plus tenue.
je sais pas, en tout cas, c'est des questions qu'on se pose pour le prochain. Voilà, au niveau de l'écriture, c'est vrai que c'est pas simple, les durées courtes aussi, quand on veut avoir un univers contemplatif, parce que pour nous, c'était important aussi de se laisser porter par le paysage, d'avoir une certaine forme comme ça d'univers qui se met en route et qui n'est pas tout de suite pris dans l'action, mais après, ça s'emballe. En fait, c'était par rapport à votre film, je voulais rebondir dessus. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a une très grande tension dedans. Elle est très bien traitée. Peut-être que justement, c'est à cause de ces vieillesses. Parce qu'en fait, on avance de plus en plus vite vers les grands. Et puis les situations, les paysages servent bien. Je trouve que le risque, c'est sensation de risque. Quand il surplombe la vallée, le paysage, il y a toujours des mises en risque. Pas sur le pont, forcément, quand il va sauter. Non, je trouve que les situations étaient très bien amenées. Donc je disais que j'avais vraiment apprécié la tension. Et maintenant qu'on parle en débat, effectivement, je comprends cette généralisation à la consanguinité, ça, le terroir qui transpire de partout. Mais j'ai pas senti ça au début. J'ai plus rapproché ça d'une tragédie grecque, en fait. Surtout que l'acteur que vous avez choisi, il est quand même l'impression que c'est un dieu grec qui débarque. Et voilà quoi. Mais oui, on comprend bien effectivement cet étouffement. Ça, il est bien présent et bien montré. Merci. Alors, du coup, moi, je vais pas vous donner l'occasion de parler. C'est moi qui vais parler. Je vais juste vous remercier tous les trois d'avoir partagé avec nous. Vous quatre, pardon. Enfin, vos trois films. D'avoir partagé avec nous un petit moment qui, à un moment dans votre vie, a dû vous toucher. Voilà, avec quelque chose que vous avez voulu partager, transmettre à nous. Donc voilà. Donc moi, j'ai pu me reconnaître avec mes grands-parents italiens et puis aussi voilà. Ils attendent un peu leur mort comme ça, le temps passe avec ces films. J'ai aussi, quand on a travaillé à Paris, etc., à un moment eu envie de déconnecter avec le film de Damien. Et après, alors vous, mention spéciale, parce que je me suis dit, mais comment on peut faire vivre de telles actions, de telles violences à des pauvres innocents adolescents? Comment on peut les mettre dans cette situation? Donc on peut voir que même ce n'est pas en vivant effectivement dans des cités ou des HLM où il y a de la violence, il y a aussi de la violence dans des coins reculés comme ça, parce que voilà, ça fait partie de l'être humain sûrement, et même au plus jeune âge, En tout cas, merci de nous avoir proposé ces 3 points de vue. Voilà, merci à vous. Et je pense que tout le monde vous remercie. Merci. Ça s'appelle une conclusion. Merci aux deux Damien, merci Céline, merci Olivier. On se retrouve à la sortie pour en parler, tout ça, savoir si les livres c'est judicieux ou pas et le reste.